À la une, cette rencontre entre élus, EDF et les habitants de Saint-Laurent hier avec le dossier de l'alimentation en énergie dans l'Ouest sur la table. Des solutions jugées insatisfaisantes ont été proposées. La CTG évoque la responsabilité de l'État. Le mérite récompensé, les 71 bacheliers ayant obtenu une mention très bien ont été décorés par la CTG ce matin. Des aides financières leur ont été attribuées. Rencontre avec l'une de ces lauréats dans ce journal. Et puis un collégien guyanais reporter aux Jeux Olympiques de Rio. À seulement 15 ans, Georges Chaoul représentera la France dans cette compétition. Ce passionné d'audiovisuel compte bien jouer les envoyés spéciaux comme un pro. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Après la panne du 4 juillet qui a privé d'électricité de nombreuses communes de l'Ouest, une rencontre très attendue s'est tenue hier. Le président de la CTG, la direction d'EDF Guyane et les élus locaux se sont réunis à Saint-Laurent pour évoquer le dossier de l'alimentation en électricité dans la région. Dossier particulièrement épineux abordé pendant près de 4 heures avec le collectif des habitants. Reportage. Il aura fallu plus de 4 heures de réunion et 2 interruptions de séance pour que la question de l'électricité fasse un grand pas à Saint-Laurent-du-Maroni. C'est le collectif citoyen Les Iguanes qui est à l'initiative de ce rendez-vous, réunissant autour du maire Léon Bertrand, le sous-préfet, 2 sénateurs, une députée, le président de la CTG et bien sûr le directeur régional d'EDF. La question aujourd'hui qui est posée sur l'Ouest guyanais est celui de la sécurisation de son approvisionnement. Ça, c'est la problématique dans laquelle on est engagé. Nous nous y employons au travers un plan de sécurisation avec plusieurs phases. La première, c'est le renforcement à très court terme de groupes électrogènes sur Margaux. La deuxième phase, c'est un renforcement encore plus conséquent pour nous permettre de tenir le temps nécessaire jusqu'à la situation cible de l'Ouest où là, il y aura des moyens de base prévus de production pérenne dans l'Ouest. Malgré l'insistance du collectif, la direction d'EDF refusera de s'engager plus loin, notamment sur la question d'une TAC, turbine à combustion, qui semble la solution pour beaucoup d'experts. On pose aujourd'hui la question de la TAC dans l'Ouest. Moi je dis qu'il ne faut pas s'arrêter sur ces questions de moyens. La finalité, c'est que l'Ouest dispose de suffisamment d'énergie pour ses besoins. Voilà, quelle que soit la technologie utilisée, TAC ou pas TAC. Là on me saisit sur la question d'une TAC, évidemment on va instruire la question. C'est finalement le président de la collectivité territoriale de Guyane, un Rodolphe Alexandre quelque peu chahuté, qui proposera une issue au débat en s'engageant à porter le dossier vers les plus hautes instances de l'État, avec la demande du doublement de la ligne à haute tension qui alimente Saint-Laurent et la mise en œuvre d'une TAC de 20 MW pour tout l'ouest de la Guyane. Et je rappelle que je me substitue à la fois à EDF et à la fois à l'État. Nous avons ressenti nos élus impuissants. Nos élus guyanais sont impuissants face à EDF et sa politique. Et ça, elle est là la grande déception. Donc nous avons quand même obtenu du président de la CTG qu'il intervienne auprès de la hiérarchie d'EDF, la hiérarchie au-dessus du directeur régional, pour effectuer une intervention en ce qui concerne l'accélération de la demande d'une TAC, turbine à combustion pour l'ouest de la Guyane. Il faut préciser que la TAC est quand même un moyen de reprise uniquement et qu'à terme, l'idéal c'est le doublement de la ligne et l'unité de production à Saint-Laurent. L'ensemble des protagonistes a décidé de se revoir dans 2 semaines, ce qui laisse peu de temps pour que de réelles décisions soient prises. Mouvement social à la mission locale aujourd'hui. Les agents dénoncent l'inaction de leur direction malgré plusieurs alertes déjà lancées. Rien n'a changé, pas de nouvelles non plus quant à l'évolution de la structure. Des agents épuisés et exclus des discussions sur la restructuration de la mission locale. Ils sont en droit de retrait depuis ce matin. On écoute la responsable de l'antenne de Cayenne au micro de Caroline Alcide. Il y a 2 semaines de cela, nous nous étions mis en droit de retrait par rapport au fait que le personnel, il y a un projet de restructuration qui est en cours. Le personnel n'est pas informé, donc tout le monde se demande qu'est-ce qui va se passer après. On a l'impression d'être seul, de ne pas être écouté. Je suppose que vous savez qu'il y avait
en ligne, nous avons mis en ligne une pétition pour laquelle plus de 105 personnes ont signé actuellement. Et nous sommes un petit peu désespérés, on se sent seul. On a l'impression de ne pas être entendu parce que, comme vous le savez, c'est un problème, c'est un feuilleton, la mission locale. Ça dure depuis quelques années. On a l'impression qu'on laisse filer les choses et que rien ne se fait. Et maintenant, on a le sentiment effectivement qu'il y a des choses qui vont se faire, mais sans les salariés. Mais nous, ce que nous souhaitons, c'était travailler sur ce projet. Dans ce comité de pilotage, nous n'avons que des personnes qui ne connaissent pas l'historique de la mission locale. Est-ce que vous avez déjà vu quelque part? Moi, je me suis renseignée, on va sur Internet. Il n'y a aucun projet de restructuration qui se fait sans que le salarié ne soit, lui, impliqué. Toujours dans l'actualité sociale, ce sont les fondations de la CTG que le syndicat UTG pointe du doigt. La section dénonce un immobilisme et une mauvaise gestion des ressources humaines de la collectivité, inégalité de traitement entre les salariés de l'ex-conseil général et l'ex-région, ou encore manque de dialogue social. Ils ont adressé leurs revendications au président de la collectivité. Voici les précisions de la secrétaire générale de l'UTG-CTG. Nous dénonçons aujourd'hui le manque de dialogue social. Nous dénonçons une situation d'inéquité entre les agents, donc de disparité entre le traitement des agents à la CTG. Et nous dénonçons le manque d'investissement pour la construction et l'organisation de la CTG. Aujourd'hui, il n'y a aucun calendrier, il n'y a aucun dossier sur la table pour travailler sur la disparition de cette inégalité de traitement entre les agents. Donc l'inégalité de traitement se situe au niveau de l'attribution des tickets de restaurant, au niveau des conditions d'attribution du régime indemnitaire. Donc nous disons stop à tout ça. Nous avons commencé un travail avec le président sur l'organigramme. Donc à la fin des travaux, donc, nous avons donc, demandé encore des réunions de travail pour continuer sur certains services. Donc, lui nous a demandé de lui permettre la création de ces emplois fonctionnels et nous allons poursuivre les travaux. Aujourd'hui, aucune information, aucun calendrier. Bien sûr que nous pourrons intenter ou rester en justice si la réglementation n'est pas respectée. Mais ce que nous voulons dire au président de la CTG aujourd'hui, c'est que nous sommes là, prêts au travail pour construire cette CTG avec lui, avec les agents que nous sommes. Il faut que la CTG démarre. On ne peut pas continuer comme ça. À Matoury, 2 mois après la signature du protocole d'accord qui avait mis fin à 31 jours de mouvement social, les grévistes estiment que plusieurs points n'ont toujours pas été satisfaits. Ils mettent le maire en garde dans une lettre ouverte sur une éventuelle reprise de mouvement si les doléances ne sont pas entendues. Écoutons la secrétaire générale adjointe de la section UTG à la mairie. Rien n'est rentré dans l'ordre. Pour le moment, rien n'est rentré dans l'ordre. Mis à part au niveau du protocole, la première chose qui a été faite, c'est le retrait sur salaire. C'est la seule chose qu'on peut dire qui a été faite, mais pas bien faite parce qu'il y a les agents des écoles qui étaient en grève. Elles se voient le retrait sur salaire, mais elles ont grévé, elles étaient en vacances, mais elles ont le retrait quand même sur salaire. 3 jours retirés sur leur salaire. On a demandé la rectification, chose qui n'est pas faite. On avait demandé le départ de la DRH. Elle est toujours en poste, dans l'ombre, mais elle est toujours en poste. Ça aussi, c'est un accord qui n'a pas été respecté. Concernant les avancements de carrière, ça, rien n'était respecté. On a demandé de travailler autour d'une table de façon à trouver un compromis sur les avancements de carrière et tout ça. Rien n'est respecté puisque le maire nous dit qu'il y a une surcharge de travail et il y a des embauches qui se font quand même. Il y a des embauches qui se font au niveau du service RH. Il y a eu pas mal d'embauches. Au sein de la mairie, on entend qu'il y a des cadres qui parlent. Nous, on ne comprend pas pourquoi. On sait qu'il y a un mal-être, parce qu'on entend, on entend parler autour de nous, il y a un mal-être. On alerte le maire, on l'alerte, mais rien ne se fait. C'est vrai que si aujourd'hui il n'entend pas, on sera obligé de retourner, de remonter au créneau. Restez avec nous, dans quelques instants, nous verrons les meilleurs bacheliers de la session 2016 et notamment Nathalie qui a également obtenu la mention très bien et nous raconte son année. Et puis une autre rencontre avec le collégien guyanais qui s'apprête à couvrir les Jeux Olympiques de Rio 2016 en qualité de reporter en herbe découverte, à suivre dans quelques instants.
Je vous le disais en titre, les plus méritants à l'examen du baccalauréat ont été récompensés par la CTG ce matin. 71 bacheliers titulaires d'une mention très bien pour cette session 2016. Une note qui aura nécessité un bel effort, comme nous le raconte Nathalie Ramis-Incio, l'une de ces heureux diplômés. Ayodele Germa. Un petit déjeuner avec tout ce qu'ils aiment, c'est le moyen pour Elina de soutenir sa fille et son neveu durant leur préparation du bac. Je me levais pour les préparer le petit déjeuner, pour l'amener à l'école. C'est ça que je devais rester toujours avec elle. Je savais qu'elle va réussir, comme lui aussi, j'avais confiance. La bienveillance maternelle et surtout le travail assidu de Nathalie lui ont permis de décrocher son bac avec une mention très bien, parfois avec une technique d'apprentissage assez ludique. Il y a un jeu sur le portable qui s'appelle Piano Tiles et pendant qu'on jouait, en fait, il fallait toucher les touches de piano. On devait lire sur une feuille, on écrivait tout petit sur une feuille, une date par exemple en histoire géo. Et pendant qu'on jouait, il ne fallait pas perdre de vue la date et se rappeler de cette date justement. Il fallait dire ce que c'était, quels étaient les personnages les plus importants, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'il y a eu comme événement, etc. On s'entraînait juste pour les matières en commun, comme histoire et philo. Après ça, elle pouvait vraiment pas m'aider en maths parce que c'était pas vraiment... C'est pas trop mon truc. Bon, anglais aussi, je l'ai beaucoup aidé à réviser anglais. Nathalie souhaite faire des études de langue étrangère pour devenir traductrice. Elle fait partie des 71 bacheliers récompensés aujourd'hui pour l'excellence de leur travail par la collectivité territoriale de Guyane, avec en prime un chèque de 500 €. Vraiment, l'année de terminale, c'est pas une année facile et surtout on vient de milieux et d'horizons difficiles, on n'a pas tous les mêmes moyens de réussir et voir qu'on est tous, on va dire, mis un peu au même niveau, on reçoit tous la même valeur d'argent, c'est vraiment formidable, quoi. Je suis contente parce que c'est vrai qu'on ne reconnaît pas beaucoup l'excellence. Bon, je me sens un peu prétentieuse de dire ça, mais on ne reconnaît pas vraiment les élèves qui réussissent. Alors se dire qu'on a travaillé tout au long de notre scolarité pour obtenir un prix, c'est sympathique. Ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille et on sait maintenant pourquoi. Je sais que l'année dernière, je ne savais pas trop quoi faire, mais cette année, j'ai eu un but et donc pouvoir avoir cette récompense, c'est vraiment super. Alors moi, je compte faire une prépa scientifique, PCSI, le nom de la filière. Il y en a une en Guyane, mais je compte pas la faire en France. Ingénieurs aéronautiques, médecins, acteurs ou bien même historiens, ces bacheliers partent à la conquête des classes préparatoires et autres facultés avec des projets plein la tête. Pour certaines filières, ces perspectives d'avenir sont soutenues par des bourses de la CTG. L'accompagnement ne sera pas fait pour tous les jeunes, mais l'accompagnement sera fait pour un certain nombre de jeunes qui vont embrasser des carrières spécifiques comme le médical, le paramédical et aussi l'étudiante qui rentrera cette année à Sciences Po et ceux aussi qui vont embrasser la carrière d'ingénieurs. En attendant les nouveaux défis, la pression redescend. 2 bons mois de repos avant l'entrée dans le monde des études supérieures. C'est un concours lancé par l'ambassade de France au Brésil pour fêter les premiers Jeux Olympiques en Amérique du Sud. Le concours du jeune reporter Rio 2016, un collégien guyanais se prépare à y participer. À seulement 15 ans, Georges Chaoul est le plus jeune des concurrents, mais ce passionné d'audiovisuel compte bien jouer les envoyés spéciaux comme un pro. Jonathan Lariot. C'est la consécration pour Georges Chaoul. Cet élève du collège de Gênes-Nenon s'est vu remettre ce matin un prix assez exceptionnel. L'opportunité de vivre les Jeux Olympiques de Rio, aux côtés des athlètes français. Une récompense qu'il a gagnée en participant au concours Jeune Reporter Rio 2016, une compétition dans laquelle les participants incarnent des journalistes sportifs. Georges a choisi de réaliser un reportage vidéo, dans lequel il a choisi de présenter le skatepark de Mirza. On peut y découvrir plusieurs activités, telles que le roller freestyle, le slalom et le hockey. Ça va faire déjà 2 ans que j'ai un parcours très audiovisuel, on va dire. Je m'intègre beaucoup dans l'audiovisuel. Je m'occupe d'un atelier vidéo au collège.
depuis 2 ans, ça veut dire j'ai des élèves qui sont inscrits à mon atelier que je gère moi-même. On fait des petits courts-métrages, je réalise des clips et donc ça me permettra d'apprendre à peut-être une nouvelle passion de journalisme. Et honnêtement, lui, c'est un rêve pour lui de commencer des trucs comme ça et tout. Et pour moi, je suis content parce que ça lui encourage. Ça sera un encouragement pour lui et tout. Et voilà. Quand j'ai eu le résultat, j'étais vraiment... je ne m'attendais pas, mais je suis très contente pour lui parce qu'il méritait. Il a travaillé dur pour son vidéo et il était indéterminé. Le Guyanais rejoindra les 11 autres sélectionnés des différents pays d'Amérique du Sud. Ils seront formés aux techniques de communication propres aux différents types de médias. Les jeunes qui sont sélectionnés ont fait un beau travail, donc souvent en général sont déjà passionnés par les médias, par les métiers de la communication. Donc c'était les mettre un petit peu en valeur et leur offrir effectivement une opportunité. Alors, normalement c'est un concours à destination des lycéens, mais effectivement par rapport au retour des travaux des élèves, on a trouvé que le travail de Georges était assez exceptionnel et était du niveau des lycéens et de meilleure qualité. Donc on a soumis à l'ambassade de France la possibilité d'intégrer un collégien, donc ce sera un des plus jeunes effectivement de la sélection des jeunes sélectionnés pour ce projet. Des plateformes au sein des différents réseaux sociaux seront mises en place d'ici le début de la compétition. Georges, ainsi que les autres journalistes en herbe, y posteront leur regard sur l'actualité des Jeux Olympiques. Et ce jeune reporter en herbe le croisera peut-être. Le Guyanais Marvin René, 21 ans, figure sur la liste des athlètes qualifiés pour les Jeux Olympiques de Rio le mois prochain. Le Comité national olympique et sportif français a publié cet après-midi une liste comportant 396 noms, dont le sien. Il participera aux 4 x 100 mètres après Hugues Roger, bientôt peut-être Marvin René. En tout cas, c'est le 2e Guyanais à participer aux Jeux Olympiques, tout simplement. On poursuit en Guadeloupe avec cette action destinée aux jeunes en difficulté. Chaque année, des élèves bénéficient de la formation de pompiers juniors, formation adressée à des jeunes pour leur permettre de se développer et de sentir leur utilité dans leur établissement scolaire et tout simplement dans la société. Reportage. Comme Sarah, chaque année, une cinquantaine de collégiens se lancent dans la bataille contre le feu, en tant que pompier junior. Ce qui m'a poussé à intégrer cette formation dans le collège, c'est ma directrice de Témar 2, de primaire. Et comme M. Papa venait en maternelle, dans la primaire, et elle m'a intégrée dans le groupe de pompiers juniors et j'ai continué. Formés, ces élèves peuvent ainsi porter secours à leurs camarades en difficulté, à l'intérieur ou aux abords de leur établissement. Équipier 1, tu seras aux hanches. Équipier 2, tu seras aux épaules. Équipier 3, tu seras au brancard. Équipier 4, tu seras à la tête. Et équipier 5, tu seras aux pieds. En position, conditionnez-moi la victime. C'est un métier qui m'intéresse parce qu'en faisant ça, ça me permet de sauver des vies. Ce que j'aime le plus, c'est que ça permet d'aider les gens, plus de personnes. Et en même temps, en devenant pompier junior, me permet aussi de savoir que on dit que beaucoup de choses se passent, mais si par exemple je suis en ville et qu'il y a un incident, si je suis là, je saurais quoi faire. Alors si je n'avais pas eu reçu cette formation, je n'aurais pas pu faire certaines choses. La formation de pompier junior a également pour but de faire naître des vocations. 22, en position. Freddy, ancien collégien pompier junior, est désormais étudiant. Il a décidé de poursuivre dans cette voie. Mon objectif principal, c'est de devenir pompier volontaire d'abord et de finir professionnel. Et pour finir aussi, c'est aussi d'aider des jeunes qui sont en difficulté, parce que moi aussi j'étais en difficulté et c'est avec la volonté, c'est avec l'envie qu'on réussit. C'est toujours beau de dire qu'il n'y a rien, mais si on ne va pas chercher de soi-même, demain on ne pourra rien faire. Depuis 2008, le collège du Bourg des Abîmes est devenu une pépinière de jeunes soldats du feu, avec des objectifs bien précis. Ils sont formés à une certaine technicité, c'est-à-dire en fait, secours à personne, secours routier, secours incendie. C'est exactement la base, notamment pour tout pompier, on va dire, senior, effectivement, qui soit volontaire ou professionnel. Et donc eux, ils ont donc, au bout d'une année, pour ceux qui étaient là, ils continuent la formation, ceux qui arrivent la prennent en cours, et bien au bout d'une année, ils acquièrent cette technicité qui n'est pas effectivement finale, mais elle est en devenir. Et grâce à ça, ils peuvent assurer la sécurité dans leur établissement scolaire. Ça, c'est le premier volet. Le second volet, eh bien, des élèves décrocheurs
eh bien, se trouvent intéressés par finalement cette activité parce qu'ils se rendent compte qu'ils acquièrent des compétences que peut-être leurs enseignants n'ont pas et ainsi se sentent utiles dans leur établissement scolaire. Donc des élèves par exemple qui avaient du mal à entrer dans l'école sont des élèves qui sont contents d'y venir parce qu'ils savent qu'en y venant, eh bien, ils sont bien vus parce qu'ils sont utiles. Depuis plus de 2 ans, la formation de pompiers juniors s'est invitée au collège de Guénette-au-Moule avec un atelier intitulé « Brigade d'intervention du collège de Guénette ». Il offre aux élèves de 3e la possibilité de se constituer un excellent CV en vue de l'entretien d'intégration au baccalauréat professionnel prévention sécurité, mais aussi de former les élèves au PSC 1, prévention sécurité civique de classe 1, nouvelle version de la formation aux gestes de premier secours. Direction la Martinique avec cette mésaventure, celle d'un couple célébrant son anniversaire de mariage en mer avant de dériver pendant près de 48 heures au large des côtes Saint-Vincent. La faute à une panne de GPS. Le couple a heureusement été secouru, mais cet événement reste l'occasion de rappeler aux plaisanciers les règles à respecter en mer. Alvin Courcy. Toujours partir avec le matériel obligatoire sur un bateau et en bon état, ce couple n'est pas prêt d'oublier cette leçon. Après une panne de GPS et une boussole défaillante, ils se sont retrouvés dimanche matin à la dérive au large de Saint-Vincent. Mais là où beaucoup auraient paniqué, eux ont su garder la tête froide et faire confiance à leurs proches. Donc on est resté serein, on n'a pas commencé à se critiquer quoi que ce soit. C'était une panne technique. On est resté serein, on attendait. Parce que nous savons que nous avons des familles qui sont efficaces sur la terre ferme, qui ne vont pas se laisser faire et qui vont lancer des recherches, qui vont faire partir les poursuites à notre recherche. Et ne voilà-t-il pas, c'est ce qui a été fait et nous en sommes ravis d'être sur la terre ferme aujourd'hui et de gagner notre famille. On a été héliportés et effectivement je remercie vraiment tout le monde, toute ma famille, la maman de Denis pour tout ce qu'ils ont fait parce que je sais que derrière il y avait beaucoup d'angoisse, mais malgré l'angoisse et tout, ils se sont vraiment battus pour pouvoir tout mettre en œuvre pour nous retrouver. Mais pendant que le couple tentait de rester serein, leurs proches ont commencé à s'inquiéter lundi matin et à prévenir les secours. Des heures interminables. J'ai attendu, je dormais pas. Mon mari m'a surveillé, je dormais pas. Le téléphone a fait cling. J'ai pris tout de suite. Le monsieur m'a dit, c'est le Cosma. Eh bien, madame, une bonne nouvelle. J'ai dit quoi? Eh bien, oui, madame, on a repéré un bateau avec 2 personnes à bord. Mais on ne sait pas l'état de leur santé. J'ai dit, Dieu soit loué. Au lendemain de cette mésaventure, les mariés heureux d'avoir retrouvé leur famille relativisent et tirent les conclusions de cette épreuve qui aurait pu être fatale. Envisager de racheter un bateau ou repartir en mer, c'est pas peut-être pas ma priorité, mais je ne disconviendrai pas dans le futur de certainement me munir d'un bateau et puis de reprendre la mer. La seule chose qui a été défavorable en ma faveur, c'était d'oublier de prendre ma balise. Pas d'oublier, c'est que tu avais pensé que... Oui, non, mais quand on a fait nettoyer le navire, un petit jeune m'a nettoyé le navire et il a oublié de le remettre en place. À Saint-Joseph, la nouvelle s'est très vite répandue et fait réagir les riverains. Ils ont eu beaucoup de chance. De fait, quand même, on les a retrouvés vivants. Je suis content que mes collègues Joseph ont été sauvés. Je pense que vraiment ça a été bien, très bien. Et puis, les secours ont bien réagi. Je pense aussi que ça a été super vite. Mais tout cela aurait pu être évité si le matériel à bord avait été vérifié avant le départ. Fusée de détresse, boussole, carte marine, la liste des éléments obligatoires est disponible sur Internet. Mais elle peut aussi être complétée par d'autres éléments qui peuvent sauver des vies. Avant de partir en mer, vous aurez, avant toute chose, et c'est primordial, à vous assurer que votre bateau est en bon état de marche, avant même de penser au matériel de sécurité que vous devrez emporter. Alors on sait par exemple que la VHF n'est pas un élément obligatoire en catégorie basique ni même en catégorie côtière, mais il est fortement conseillé d'avoir à bord une VHF, même si elle n'est que portative. Lors d'un contrôle, l'amende peut s'élever à 1 500 € par accessoire manquant, un matériel indispensable et obligatoire à bord pour que la mésaventure de Denis et Muriel ne se répète pas. Ainsi s'achève votre journal. Avant de se quitter, voici le rappel des titres.
Une rencontre très attendue entre élus, EDF et les habitants de Saint-Laurent hier avec le dossier de l'alimentation en énergie dans l'Ouest sur la table. Des solutions jugées insatisfaisantes ont été proposées. La CTG évoque la responsabilité de l'État. Les 71 bacheliers ayant obtenu une mention très bien ont été décorés par la CTG. Ce matin, des aides financières leur ont été attribuées. L'une de ces lauréats nous a raconté son année scolaire dans ce journal. Et puis un collégien guyanais reporter aux Jeux Olympiques de Rio. À seulement 15 ans, Georges Chaoul représentera la France dans cette compétition. Ce passionné d'audiovisuel compte bien jouer les envoyés spéciaux comme un pro. Merci de nous avoir suivis. Ne bougez pas, l'information nationale et internationale arrive tout de suite. Et puis les programmes continuent sur votre antenne. Très bonne soirée à vous. À demain.